Alors, je viens de faire une petite vidéo qui concernait donc l'auto-ionisation de l'eau. Auto-ionisation de l'eau, explicité en très peu de développement. Euh, et ici, je vais faire toujours dans le même schéma, toujours l'auto-ionisation, ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau, en remarquant que il s'agit tout bonnement d'une réaction chimique, comme le sont toutes les réactions chimiques où il y a des réactifs qui réagissent pour donner des produits, et que dans ces réactions chimiques, elles se font suivant une augmentation du désordre pour arriver à un équilibre, c'est-à-dire une variation d'entropie qui est suivant, bien sûr, certaines conventions delta S positif, ce qui signifie dans ce cas-ci augmentation de désordre pour tendre vers un équilibre. Et donc fatalement, dans toutes les réactions chimiques, il y aura un stade qui est le stade de l'équilibre chimique. L'équilibre chimique qu'on peut interpréter au travers d'une constante d'équilibre. Et c'est pas ce qui manque en chimie, les constantes d'équilibre. C'est pas ce qui manque. D'ailleurs, je vais calculer la constante de l'autoprotolyse de l'eau, vous la verrez, par trois manières. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo, je dois encore en faire deux sur l'autoprotolyse de l'eau. Ou une, je verrai bien combien j'en ferai. Mais donc il y a si vous voulez dénombrer les cas, mais il y a ce qu'on appelle les constantes d'acidité, Ka. Il y a les constantes d'acidité, les constantes de basicité, les constantes d'ionisation, les constantes, la constante de l'eau, qu'on appelle KW, KE, la constante comment on appelle ça, de solubilité, le KS. Vous voyez, c'est pas ça qui manque, hein, les KA, KB, KI, KW, KE, KS. Et alors on peut avoir aussi, on a aussi les constantes de vitesse, hein, constantes de vitesse, K1, K2, K3, peu importe comment on les appelle, constantes de vitesse, on a les constantes, et tout ça régit les équilibres chimiques. C'est-à-dire que quand vous faites une réaction, ben, vous avez un état initial de la réaction, ben, bien sûr, vous arriverez à un état final où, peu importe ce qui va se passer, par après, bon, la réaction atteint son équilibre. Elle va évoluer de manière infinitésimale, mais pas plus. Ça veut dire qu'on peut considérer que la réaction est terminée. La réaction est terminée à l'état d'équilibre. Vous voyez qu'ici, il y a des concepts thermodynamiques qui rentrent en jeu, parce que quand on parle de situation initiale, situation finale, c'est la thermodynamique qui répond à ça. La thermodynamique, bon, si vous voulez des états intermédiaires, ben, en fonction du temps, au niveau temporel, T1, T2, T3, il faut aller chercher ce qu'on appelle la cinétique. Hein. La cinétique va vous donner voilà, des états intermédiaires. Des états intermédiaires. Peut même vous donner l'état initial, final, et même le temps en T l'infini. Hein, T l'infini. T l'infini qui sera, voilà, qui sera l'équilibre, hein, parce que il n'y a plus d'un, ça avance de manière à ne plus voir grand chose. Donc on peut se dire qu'après un certain nombre de constantes d'équilibre, on atteint la finalité de la réaction. On ne va pas regarder à l'infini ce qui se passe. Si vous prenez une réaction où le nombre de moles décroît de cette manière-là en fonction du temps, ben, là on a une constante de temps. Supposons que je suis à une cinétique d'ordre 1, cinétique d'ordre 1, c'est-à-dire une équation différentielle du premier ordre qui fait intervenir des polynômes du premier degré. Hein. Voilà, c'est juste ça. Bon, cinétique de premier ordre, c'est ça. Donc la cinétique permet de voir en tout temps ce qui se passe. Hein. En tout temps. Ben, si on a une constante de temps dans le premier ordre qui est la constante de temps dans le premier ordre, c'est T1,5. C'est bon, c'est quand on a consommé la moitié de, voilà, supposons que ça ce soit la moitié, on a consommé la moitié du réactif, voilà, on a un temps T1,5. Voilà. Et donc là, on a un effet binaire parce que là, on aura le prochain T
2 fois t 1 demi, on aura consommé la moitié de la moitié précédente. Voilà. Et puis on aura t, on va consommer la moitié de la moitié après, voilà, un temps 3t demi, mais t demi étant une constante, hein, donc on a ce qu'on appelle une constante de temps. Voilà, là on a une fois t demi, 2 fois t demi, 3 fois t demi, et après un certain nombre de constantes. Je m'excuse parce qu'on ne voit pas bien, il n'y a pas un mauvais cadrage. Voilà, j'ai une fois t demi ici. Là j'ai une fois t demi, il est là, il va de 0 à là. 2 fois t demi, ben, c'est ceci. 3 fois t demi, ceci. Et c'est une réaction du premier ordre. Premier ordre, ce qui veut dire qu'on a une constante de temps qui est équidistante à chaque fois. Mais après un certain nombre de constantes de temps, on va se dire que la réaction est terminée. On dirait que ce sera l'équilibre, parce qu'on n'attendra pas 20 ans pour que la réaction se fasse. On dirait qu'on sera à l'équilibre. Voilà, parce qu'il aura consommé presque tout après un certain nombre voilà, peut-être à 6, 7. Attention que si ça peut-être en secondes, en minutes. Hein, bon, la constante de temps, si c'est 3 secondes, 3 secondes ici, ça fait 6 secondes ici, mais si c'est 10 heures, là c'est 20 heures. Il faut bien voir les choses, comment ça se passe. Faites très attention à la réaction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'après un certain nombre de constantes de temps, la réaction, on peut se dire qu'elle est terminée. C'est comme dans les circuits, RC. RC, ben, on ne va pas attendre indéfiniment voilà, la décharge ou la charge pour dire que c'est déchargé, hein, ou que c'est chargé. À un moment donné, après un nombre de constantes de temps, on peut se dire que c'est chargé. On ne va pas attendre l'infini, parce que ce sont des exponentielles. Hein, les exponentielles, il y a une asymptote. Donc, mais le problème, c'est qu'on a une évolution qui... voilà. Ici, j'ai pris quelque chose qui était consommé presque complètement. Hein, parce qu'on peut avoir des consommations qui ne sont pas forcément toutes presque complètes. Hein, on peut avoir il peut rester toujours quelque chose par rapport à une valeur initiale donnée. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon... La cinétique peut donner des éléments importants en fonction du temps, alors que la thermodynamique, bon, se complète, hein, le cinétique et le thermodynamique se complètent l'un l'autre. La thermo, ça dépend d'une situation initiale et d'une situation finale. Effectivement, ici, je vous parlais des constantes. Ben, on a des constantes d'équilibre. Quand une réaction se passe, on a une situation initiale, une situation finale. On a des constantes d'équilibre qui interviennent, et donc ces constantes d'équilibre, ben voilà, ça signifie qu'il y a un équilibre des réactions. Et justement, dans l'autoprotolyse, bon, c'est une réaction comme une autre. Si ce n'est que le soluté, c'est qui? Ben, c'est l'eau. Et le solvant, c'est qui? Mais c'est l'eau. C'est une réaction sur elle-même. Bon. Donc, l'autoprotolyse, je vous avais expliqué que, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans la U1 va jouer la base, c'est-à-dire qu'il va perdre... enfin, il y en a un qui va jouer l'acide. L'acide, je dirais plutôt, supposons que je prenne celui-ci, acide, il perd un proton, H+, plus OH-. Voilà. Il perd un proton plus OH-. Donc lui, il est acide puisqu'il fournit un proton, et donc ça, c'est la base conjuguée. Ce qui veut dire que si je pris lui l'acide, ben, la base, ce sera celui-là, la base, ce sera le deuxième H2O. Lui, il va prendre cet H+, il va capter cet H+, plus H+, pour faire ce qu'on appelle de l'H3O+, plus OH-. Bon, maintenant si je fais la somme, j'ai 2 H2O plus H2O, c'est 2 H2O, va donner H+, il est aussi bien dans le membre de bout gauche que droite, il se simplifie. Par contre, ici, une petite erreur. H3O+, H+. Oui, il va donner que de l'H3O+. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, ce qui va donner de l'H3O+, plus OH-. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ici, oh là là, il y a un mauvais cadrage à chaque fois. Ça m'embête. Hein.
Donc, ce que je disais ici, la réaction va donner quoi? H2O plus H2O, ben, va donner H3O plus OH-. On va donner ceci. Donc ici, lui, l'H2O ici, il est pris comme acide. Sa base conjuguée, elle est là. Lui, il est pris comme base. Et son acide conjugué, il est là. H2O plus H2O va donner H3O plus OH-. Donc 2H2O. H2O plus H2O, ça fait bien 2H2O. Donc, on voit bien ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe en gros? C'est que dans l'H2O, il y a deux doublets libres. Là, on a un doublet liant avec l'hydrogène. Un doublet liant, doublet, ça veut dire bon, j'ai deux électrons qui sont liés l'un à l'autre et qui forment la liaison covalente d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est le premier H2O. Et le second, ben, c'est ceci. Voilà. Alors, on a une rupture. Ici, on a des charges partielles qui sont fictives. Je le rappelle encore une fois. On a delta plus, delta moins. Pourquoi? Parce que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Alors ici, il va attirer fortement l'hydrogène pour avoir une rupture et donner le fameux H+, que voilà, lui il va prendre l'électron, l'oxygène va prendre l'électron de l'hydrogène, lui il va devenir un proton, il devient un proton, mais lui il devient chargé négativement parce qu'il a pris l'électron de l'autre. Voilà, il y avait deux électrons à la base, chacun avait son électron et il formait une liaison covalente, mais il y en a un qui a attiré plus, l'oxygène a attiré plus l'hydrogène de son côté, parce qu'il était delta moins, plus électronégatif. Vous allez voir la table d'électronégativité. Il attire, mais à un moment donné, il y a une rupture. Et cette rupture, ben, l'électron là va être pris par l'oxygène et il va devenir négatif, alors que lui, il a perdu son électron et il devient un proton. H+. Et ce H+, ben, il va aller avec l'H2O pour former l'H3+. C'est-à-dire qu'il va être solvaté par, voilà, l'OH- va être solvaté aussi. Enfin, l'OH- ici. L'OH- ici va être solvaté aussi. Va être solvaté, tout comme va être l'H2O. Et alors, je rappelle que la solvatation, eh bien, le H+, si vous voulez, bon, va être comme ceci. Ça, c'est les hydrogènes, voilà, hydrogène. C'est un lien ion dipôle. Voilà, on a delta moins ici, de l'oxygène, delta moins, voilà. Et ça empêche, je veux dire, que l'hydrogène, l'H+, voilà, l'H+, fasse voilà, une réaction avec l'OH- pour voilà, se rétablir. Et l'OH- va avoir aussi subir une hydratation, ce qu'on appelle une hydratation ou une solvatation. Alors, je vous rappelle que la solvatation, c'est un phénomène donc physico-chimique observé lors de la dissolution d'une substance chimique dans un solvant. C'est bon, ce qui va se passer ici. On va avoir une dissolution parce que, pourquoi? Parce que l'H2O, H2O va donner H plus OH-. On va donner H2O on a bien une dissolution. Dissolution, ça veut dire qu'on aura une rupture ici d'H+, et voilà, une rupture d'H2O pour donner de l'OH-. Alors ici, généralement, quand on rentre dans une solution, qu'est-ce qu'on rentre? On rentre des cristaux amorphes, par exemple NaCl dans l'eau, des cristals ou amorphes. On peut rentrer du liquide dans du liquide. Voilà, on ne rentre pas forcément des cristaux pour rentrer des liquides. On peut rentrer des gaz aussi. Hein, par exemple, du CO2 dans l'eau, pourquoi pas, dans un solvant. Et là, à ce moment-là, on a, lors de l'introduction de ces espèces chimiques, hein, liquides, gazeuses, dans un solvant, ben, les atomes ou les ions ou molécules de l'espèce chimique se dispersent dans la solution.
un peu partout dans toute la solution, hein, elles se dispersent, et interagissent avec les molécules du solvant. Mais ici, le solvant, c'est l'eau, et le soluté, c'est l'eau. Voilà, donc c'est un liquide dans un solvant qui est l'eau. Voilà. C'est un cas particulier. Et je dirais même c'est l'eau pure à 25 degrés. Voilà. Donc cette interaction-là, ben, ça s'appelle la solvatation. Alors, elle peut prendre différentes formes. Hein, différentes formes. On peut avoir des interactions dipôles ion, ben c'est le cas ici. On a une interaction dipôle ion. Mais on peut avoir aussi des liaisons par pont H. Par exemple, si je prends un cas fort connu, le soluté qui est l'alcool et le solvant de l'eau, ben là on a voilà, comment on appelle ça, une solvatation qui va se dérouler par pont H. Mais on peut avoir des solvatations aussi qui sont dues à des liaisons de Van der Waals. Par exemple, je prends le cas du soluté qui est le méthane et d'un solvant qui est le cyclohexane. Alors, le bilan énergétique, comment va-t-il se passer? Le bilan énergétique va mettre en jeu la cassure, ou si vous voulez, la cassure des molécules ou des ions en présence dans le soluté. Donc, avant de faire sa dispersion dans le solvant, il y a la cassure et puis la dispersion. Voilà. Alors, le soluté ne va se dissoudre que si les interactions soluté-solvant compensent la perte des interactions soluté-soluté et solvant-solvant du fait de la dissolution, soit par réaction chimique, soit en affaiblissant, je m'excuse, les liaisons, par exemple l'eau qui divise les forces électrostatiques par un certain nombre de fois. Donc là, voilà, les forces électrostatiques sont diminuées grâce au solvant qui est l'eau. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, ici, on a un soluté, un solvant. Donc on a une séparation avec une conductivité qui est très faible. Conductivité qui est très faible parce qu'on sait bien qu'on aura très peu d'H+, et très peu d'OH-. Je rappelle qu'ici, H+, c'est H3O+, c'est H+ aqueux. Donc ça, voilà, on est en solution aqueuse, c'est de l'eau dans solution aqueuse, donc c'est de l'H3+, qu'on peut noter H+ aqueux, et qui peut être, s'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut appeler ça H+. D'ailleurs, quand on dit pH, ben on peut écrire moins log de la concentration en H+. On sait bien que c'est H+ aqueux, on sait bien que c'est la concentration en H3+. Alors, tout ce qu'on sait ici, c'est que j'ai pris de l'eau pure à 25 degrés, qui est une solution. Mais si je prends d'autres solutions, il doit avoir une constance. Hein. Il doit avoir une constance. Je vous parlais de constante d'équilibre tout à l'heure. C'est une réaction comme une autre, hein, celle-ci. Bon. Mais donc, il y a une constante d'équilibre. D'ailleurs, que je calculerai la constante d'équilibre de l'eau. Ben, je l'ai déjà fait dans une vidéo, mais je le referai par une autre méthode. Voilà. L'eau présente donc un état d'équilibre chimique qui implique que la composition chimique du mélange, donc H2O qui est le plus majoritaire ici, hein, et H3O+, ou H- qui sont minoritaires, ne change pas dans l'eau pure. Elle ne doit pas changer. Voilà, il y a une constance. Alors, je vous rappelle que cette réaction, ça s'appelle une autoprotolyse, ou voire même une auto-ionisation. Hein, autoprotolyse de l'eau. Alors, vous avez l'équation bilan, si ce n'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. Hein. C'est la réversibilité, puisqu'en fait, bon, je devrais pas marquer ça comme ça. Je devrais marquer ça comme ceci. Puisque il y a une très faible dissociation. Très faible. Par contre, la barre là, elle doit être plus grande. Dans le sens où il y a une très faible ionisation. Très faible ionisation, que la réaction c'est plus réversible et se passe plus dans l'autre sens. Alors je vous rappelle que ceci c'est une réaction qui est
Voilà, équilibré, ça c'est une réaction totale qui va de gauche vers la droite. Elle va de gauche vers la droite. Réaction totale, réaction équilibrée. Maintenant, dans les réactions équilibrées, elle peut être plus équilibrée dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ben, quand on a ça, il suffit de peu pour qu'elle soit totale. Hein. Bon, en jouant avec des paramètres chimiques, on peut, concentration, température, on peut modifier ceci pour qu'elle devienne complète. Hein. Il suffit de peu ici pour qu'elle devienne complète. Ce qui veut dire ici qu'en tout état de cause, je pourrais écrire que là, le 2H2O est plus déplacé dans le sens là parce que c'est très petit. Hein. C'est très petit là, le nombre d'H3O+, et d'OH- présent. Bien sûr, je pourrais écrire en solution aqueuse. Hein. On le sait bien qu'on est en solution aqueuse parce que 2H2O c'est en solution aqueuse. Donc, qu'est-ce que ça signifie solution aqueuse? Ça veut dire tout d'abord que le solvant c'est de l'eau et en plus de ça on a ce qu'on appelle une solvatation. Donc les ions H3+ et OH- sont solvatés. Donc en tout bien sûr, OH- est entouré par les molécules d'eau et H3O+ est entouré par les molécules d'eau, bien sûr suivant leur recherche voilà, une interaction ion-dipôle, bien sûr en présentant le plus va présenter la face moins qui est le au moins, voilà, et le H- va présenter le moins à du H+, de OH bien sûr. Quand je dis H, enfin, je me suis mal exprimé, hein, parce que c'est vrai que si je dois parler en termes de charge partielle, le plus va montrer son pôle positif d'ion à une charge négative partielle de H2O, qui est bien sûr l'oxygène. Voilà. Et là, OH-, OH-, il a une charge négative, puisque c'est un ion, qui est même un anion, qu'on appelle ça, un anion, il a une charge négative et il va présenter, je veux dire, le H2O va se mettre autour pour donner, l'H2O va présenter son hydrogène qui est de charge partielle positive, je veux dire, aux OH. Donc on aura toute une flambée d'H2O autour de OH-, toute une flambée de H2O autour de H3+. Combien? Mais on aura M, on ne sait pas combien. On aura combien ici d'H2O autour de OH-? On ne sait pas. On aura N. M de Martin, N de Nestor, on ne sait pas combien on a. Voilà, peu importe. Ça importe peu, ça. Voilà. Alors, on pourrait écrire quoi? D'après ce que je viens de vous dire, comme il est en solution aqueuse, il comporte combien de molécules d'eau autour? M. Donc je pourrais écrire H3O+, point H2O M, et l'autre là-bas, OH-, point H2O N. Ça veut dire qu'ils sont solvateurs en solution aqueuse et ils possèdent M molécules d'eau autour de l'H3+, et N molécules d'eau autour de l'OH-. Voilà, et que ce sera toujours, pour l'eau pure, ce sera toujours comme ça, et que la conductivité sera, si elle est faite dans les bonnes conditions, la conductivité vaudra 5,5 fois 10-6 au moins 1 mètre moins 1. Donc la conductivité, pour autant que vous respectez les conditions que j'ai dit de laboratoire tout à l'heure dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que, je veux dire, vous fassiez en sorte que tout soit mis, que l'eau pure soit déjà bien préparée, c'est-à-dire qu'elle s'obtenait en éliminant, si vous voulez, les gaz dissous et les sels minéraux par distillation d'eau, du robinet bien sûr. Et pour avoir une eau très pure, il fallait au moins distiller 7 à 8 fois de suite l'eau et utiliser des récipients en silice, parce que le verre normal était légèrement soluble dans l'eau, et la mesure de la conductivité devait se faire
sous atmosphère de diazote pour éviter la solubilisation de certains gaz contenus dans l'air, tels que l'O2 ou le CO2. Voilà, ça c'était déjà la manière d'obtenir l'eau pure. Il fallait les conditions de laboratoire à une température de 25 degrés Celsius. Bien sûr, à une atmosphère, parce que la pression à avoir aussi. Et bien sûr que tous les appareils soient corrects. Correct, hein, bon, je veux dire que ne donne pas de défaut et que l'utilisateur sache faire une lecture sans erreur. Et là, là, on peut tester facilement que la valeur au travers d'un voltamètre, je m'excuse, un voltamètre pour mesurer la tension courant d'une solution, ben, que la solution se rapproche de 5,5 10-6 ohms par mètre. Voilà. Donc, parce que ça, c'est une constance. Donc, les laboratoires devraient toujours donner ça, pour autant qu'on ait les températures de 25 sous un atmosphère et avec les conditions que je viens de vous donner. Parce qu'il ne suffit pas que l'air extérieur, parce qu'il faut qu'on ait un système, on va dire, isolé par du N2, du diazote. Isolé par du diazote, pour pas qu'il y ait d'interaction avec l'oxygène, d'interaction avec le milieu extérieur. Voilà. Bon, j'aurais pu faire un dessin de ceci. Un dessin de ceci, c'est quoi? Ben, je prends une boule d'H2O. Voilà. Ça, c'est l'oxygène. Voilà. Je reprends une boule d'H2O. Voilà. On a toujours l'oxygène ici. L'H3+, c'est ceci. Voilà, parce qu'on aura H, O, H, H, H. Voilà, H3+. On aura H3+, qui est comme ceci. Donc, j'ai bien ceci. Et l'autre OH-, ben, il a perdu. Voilà, il est comme ça. Voilà, donc, on aura OH-, là, il est moins. Là, il est plus. Là, on a H2O, H2O. Donc, on a bien une réaction acide-base. Voilà. Alors, je vous rappelle que l'H3+, c'est ce qu'on appelle l'ion hydronium ou l'ion oxonium. Oxonium ou hydronium. Donc, comme la conductivité est faible, on aura une dissociation très faible. On aura une dissociation très faible. Une dissociation, quand je dis dissociation, c'est une dissociation ionique. Dissociation ionique très faible. Donc, on va dire H3+, et OH- seront ultra minoritaires, alors que l'H2O, l'eau sera majoritaire. Donc, l'eau est faiblement conductrice. Faiblement conductrice. Mais faiblement conductrice. Voilà, je vous remercie.